indéniablement partie des clés du succès, même dans les cabinets comptables, là où on ne fait que du chiffre. Parce que ça peut vous permettre de tripler votre chiffre d'affaires et votre visibilité. Et nous avons aussi, retenu qu'il faut mettre en place une stratégie marketing. Donc vous pouvez, chercher un expert en marketing pour vous accompagner. Et les différentes stratégies qu'on peut mettre en place, c'est déjà construire une image de marque. Par exemple, comme vous l'avez dit, en ouvrant un site web ou en publiant vos revues afin de pouvoir montrer votre propre valeur ajoutée par rapport à ce que la concurrence fait et aussi mettre en place une meilleure communication. Vous avez parlé aussi de pouvoir développer vos canaux d'acquisition de clients, par exemple via les réseaux sociaux, mettre en place une stratégie de communication. Vous avez parlé aussi de créer des offres différentes et adaptées. Vous pouvez, par exemple, limiter vos missions ou bien agrandir vos missions. Tout ça fait partie de la stratégie marketing. Et aussi, vous nous avez expliqué comment est-ce que nous pouvons mettre en place une stratégie marketing. Déjà, on peut analyser notre marché. On peut aussi innover en proposant d'autres types de produits et de projets, de produits tels que vous avez parlé de l'offre digitalisée au lieu de l'offre papier. Vous avez aussi parlé d'un accompagnement et un coaching financier, de créer des plateformes ou de recruter aussi des professionnels. Et vous nous avez aussi dit, ce que j'ai retenu, c'est que tout ce que vous avez pu apprendre dans votre cabinet vous a permis aussi de développer votre carrière au niveau du consulting. Donc, distingués invités, vous voyez encore comment est-ce que le marketing est très important si vous voulez vous lancer dans une affaire en tant qu'entrepreneur pour pouvoir encore avancer et vous développer davantage. Et concernant la stratégie marketing, je rappelle encore qu'avec Marketing Impacto, vous serez accompagné par des experts qualifiés en marketing pour la mise en place de votre stratégie marketing qui vous donnera encore plus de visibilité et fera accroître encore votre chiffre d'affaires. Donc, nous vous remercions encore, consultant Claudie. Nous allons à présent accueillir notre deuxième expert, Dr Pagiel, qui est docteur en sciences économiques, qui va nous expliquer ce qu'est le marketing relationnel, la marque employeur. Docteur Pagiel, à vous la parole. Merci. Et avant, je rappelle encore, excusez-moi, à toutes et à tous que vous pouvez poser vos questions dans la section des discussions. Merci beaucoup. Donc, à vous la parole, docteur Pagiel. Oui, docteur Pagiel, il faudrait relancer parce que là, on ne voit plus l'écran. Très bien. Donc ici, nous allons commencer comme je disais tantôt. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, par rapport à si vous m'entendez ou pas. Comme ça, je vais réajuster encore le chat. Et c'est important que les gens voient que d'emblée, dans fait jeu, lorsqu'on parle de marketing relationnel, c'est le but pour ainsi une entreprise d'établir et développer, de maintenir des relations d'échange qui auront un succès à long terme. C'est peut-être un peu général. Alors là, c'est donc, on est dans une relation entreprise client ou encore vendeur-client. Il s'agit d'établir des relations durables avec des clients ou des groupes de clients qui ont été sélectionnés à la base, c'est-à-dire que nous savons très bien que dans une optique marketing, l'entreprise va d'abord, dans un premier temps, essayer de faire cette étude de marché. Cette étude de marché va l'emmener à pouvoir, et dans un premier temps, il faut savoir que l'objectif de la relation, du marketing relationnel, pardon, c'est pour que l'entreprise puisse établir une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'entreprise va essayer de conquérir les clients, va essayer de pouvoir attirer ses clients, va les fidéliser pour que, dans un premier temps, que ce soit une relation gagnant-gagnant, de manière à ce que l'entreprise gagne quelque chose, en retour, le client gagne quelque chose. Et on va voir par la suite qu'est-ce que le client va gagner en retour, etc. Mais il ne faut pas d'abord tout de suite voir sur le profit. Il ne faut pas être, on va dire, je vais appeler ça comme un vendeur opportuniste. Parce que si vous allez vite, vous courez vite sur le fait que je vais gagner de l'argent, dans un premier temps, si le client s'aperçoit que votre but, c'est juste de vendre, 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 simplement vendre, 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 si vous me permettez l'expression, je vais essayer de parler terre à terre, tout de suite, il saura que bah, il n'a pas un intérêt à revenir acheter chez vous par la suite parce que vous ne créez rien chez lui. Vous ne créez pas d'émotion, vous ne cherchez pas à lui expliquer comment est-ce qu'il va utiliser le produit, vous ne cherchez pas, limite même parfois, je prends un exemple simple, hein, quand on va comment dire, quand on va auprès des certains vendeurs, certains vendeurs ne sont pas assez patients pour vous expliquer quand j'achète tel article, quand j'achète tel objet, à quoi ça va me servir, ou encore, même si j'ai une idée de ce que ça peut m'aider à son utilité, pardon,
mais le vendeur ne prend pas le temps d'expliquer les caractéristiques essentielles de du produit, de manière à ce que je puisse déjà avoir de toute façon, je ne vais pas m'emboîter le pas moi-même parce qu'on va voir ces éléments par la suite. Mais il y a des vendeurs qui ne prennent pas toujours le temps de pouvoir expliquer l'utilité de ce produit, expliquer les avantages du produit, expliquer les caractéristiques du produit. Quand vous lui posez des questions, s'il se rend compte qu'au bout de 3, 4 minutes, vous n'avez pas conclu l'acte d'achat, vous voyez, il change de mine. Et donc, ce genre de vendeur, il n'est pas patient, il ne cherche pas à établir une relation gagnant-gagnant. Ce qui fait que pour un connaisseur, pas forcément connaisseur, mais quelqu'un qui cherche, par exemple, il va gagner un retour ou encore il cherche à créer une relation. Ou parce que c'est pas tous les, c'est pas, il faut comprendre qu'en matière de marketing ou en matière de la psychologie des clients, ce n'est pas tous les clients qui ont forcément besoin de tourner magasin par magasin ou encore marque par marque pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Il y a des clients qui cherchent à faire quoi? À être fidèles à une marque, à être fidèles à un produit, à être fidèles à un endroit où il va effectuer ses achats sans pour autant se prendre la tête. Donc, si nous comprenons ça, et aussi un vendeur, un entrepreneur comprend ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va justement essayer d'établir cette relation gagnant-gagnant. Et comme je l'ai dit, que je me disais tout à l'heure, on va prendre le temps de pouvoir voir ces éléments qui vont nous aider à pouvoir comprendre c'est quoi une relation gagnant-gagnant. Donc, ici, c'est quoi? C'est que l'entreprise va chercher à faire en sorte que le client arrive à un niveau de satisfaction, bien sûr, et une fois le client est satisfait, c'est clair que forcément, il va recommander l'entreprise, il sera ambassadeur de l'entreprise, on l'avait dit la semaine dernière, et évidemment, si le client est satisfait, il va pas hésiter de recommander le produit à quelqu'un d'autre. Et c'est clair que s'il est satisfait, l'entreprise aussi est satisfaite parce que il y a le portefeuille, voilà, le portefeuille est garni, si vous me permettez l'expression. Donc, dans un premier temps, j'aurais été à mes propos. Il ne faut pas, quand on est un vendeur, on ne doit pas se précipiter, forcément aller vers l'argent, mais on doit d'abord chercher à établir une relation gagnant-gagnant, ne serait-ce que par l'explication, la patience qu'on a. J'ai eu une expérience personnelle pour la petite histoire. J'ai effectué certains achats, je pense la semaine d'avant, la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a une semaine ou 2 semaines comme ça. Je suis allée demander les articles près d'un vendeur et j'ai essayé de bousculer quelques éléments parce que je voulais prendre des photos pour montrer à quelqu'un qui était intéressé parce que je fais également dans la vente. Alors je prends, quelques images, quelques photos, justement pour proposer à la personne qui était qui avait, présenté son besoin. Je vais auprès de ce vendeur, je prends les photos, il ne me reçoit pas bien. Il a un visage totalement serré, une mine vraiment qui ne vous donne pas envie de lui poser des questions, une mine qui ne vous donne pas envie de pouvoir demander davantage, les couleurs, les prix et cetera, du tout. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis pris des photos quand même, je me suis déplacée et comme j'avais bousculé un petit peu son produit, son article, la façon dont il est revenu ranger son article, franchement, ça m'a frustrée. Je me suis déplacée, je sais pas que ça m'a bon, je connais, hein, c'est pas que ça m'a fait mal, c'est dans le sens où je me suis dit: «Oh là là, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me pousser d'aller ailleurs». Je suis allée vers un autre vendeur qui vendait la même chose, pratiquement les mêmes articles. Dès que je suis arrivée chez cette personne qui vendait, la personne m'a bien accueillie. La personne j'ai posé toutes les questions, je lui ai demandé de faire sortir les articles. J'ai pris les photos, il ne s'est pas fâché, il a été assez patient avec moi. Il est même venu m'aider comment dire? À faire ressortir certains éléments pour pouvoir me permettre de faire des photos, des images et cetera pour envoyer à la personne concernée. Une fois j'ai reçu l'aval du client, bah, j'ai acheté chez ce dernier. Je n'ai plus acheté chez la première personne vers qui je suis allée en premièrement. Donc c'est pour dire que premièrement, ce monsieur a établi une relation quoi, où je pouvais poser des questions, je gagne quelque chose parce que je comprends l'intérêt du produit. Je demande si c'est du coton, c'est pas du coton, est-ce que ça affecte la peau, et cetera. Toutes ces questions, si j'arrive à les poser par exemple, c'est un exemple que je prends, j'arrive à poser à ces questions et que le vendeur arrive à me répondre, c'est clair que si jamais je veux effectuer l'achat à l'instant T ou encore je vais juste prendre des informations pour revenir faire mon achat ou conclure mon achat, je reviendrai vers ce dernier. Et la première personne, je ne pourrais pas parce que, bah, il ne m'a pas laissé une porte ouverte, ne serait-ce que par son accueil. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Donc, le but du marketing relationnel, c'est que chacun puisse trouver sa satisfaction dans l'établissement de la relation ou encore pour pouvoir pousser justement le client à l'acte d'achat. Parce que quand le client vient poser des questions ou chercher à avoir des informations sur le produit, il ne faut pas le pousser ailleurs. On n'ignore pas que c'est clair, c'est visible. Nous sommes dans un monde concurrentiel qui est très accru. Donc, si vous ne recevez pas bien votre client, mais c'est clair que vous êtes en train de lui dire, va voir ailleurs. Et si vous lui dites d'aller voir ailleurs, c'est vous qui perdez parce que bah, votre portefeuille voilà, financier n'aura pas, voilà, ne sera pas plein ou encore vous n'allez pas recevoir votre recette, ne serait-ce que perdre un client, c'est très, 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 je veux dire quoi, c'est pas bon pour un entrepreneur, c'est pas bon pour une entreprise commerciale, etc. Peu importe le domaine d'activité, dès lors qu'un client va voir ailleurs,
bah, c'est une mauvaise publicité qu'il va vous faire. C'est peut-être aussi, pourquoi pas, il ne va pas recommander votre produit, il va plutôt recommander un produit d'une autre entreprise parce que bah, l'expérience qu'il a eu à faire avec vous n'a pas été voilà, bonne. Donc, une fois on essaie d'établir cette relation, on est toujours dans cette relation, il faut essayer de chercher, comme je disais tantôt, satisfaire le client. Donc, dans une perspective transactionnelle, lorsqu'on parle de transaction, c'est clair que le client il va débourser de l'argent et vous, en retour, vous allez lui donner un produit qu'il va chercher à consommer. Donc, ça veut dire que les attentes des clients doivent être comblées. C'est-à-dire que je viens acheter chez vous, je dois être comblée. Pourquoi? Parce que pour mieux satisfaire un client, il faut voir qu'il y a des éléments cognitifs et affectifs qui sont très, très liés, très importants. C'est ces éléments qui sont très importants. La dimension émotionnelle de la satisfaction, on va dire, vient des émotions ressenties par le client tout au long de son parcours lorsqu'il est en train de faire le processus d'achat. Il n'a pas encore conclu l'achat, mais vous n'a pas encore versé l'argent pour lequel il est venu acheter le produit. Mais il faut savoir que la façon dont vous l'accueillez dans l'entreprise, la façon dont vous le recevez dans l'entreprise, pardon, désolé, la façon dont vous le recevez, votre manière de répondre à ces questions. Moi, j'ai vu parfois certains vendeurs, une fois, il y a parfois, tu fais exprès, hein, tu vas dans une entreprise, tu vas juste prendre des informations, tu n'as peut-être pas l'argent sur toi à l'instant, mais tu trouves un produit qui te plaît. Je ne sais pas si certains vendeurs ne sont pas conscients de ça. À l'instant que tu trouves un article qui te plaît, tu n'as pas assez de sous sur toi, mais tu prends quand même des informations, tu poses des questions de manière à ce que ces réponses puissent susciter des émotions, des envies et ce désir de pouvoir déclencher l'achat chez toi. Donc, mais sans façon de te répondre, tu ne trouves pas de satisfaction, mais c'est clair que, bah, bien sûr, les éléments que je viens de citer tout à l'heure, le côté cognitif, le côté affectif ne sera pas comblé et c'est clair que bah, vous allez, comme je le disais tantôt, vous allez voir ailleurs. Donc, ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en considération. Pourquoi? Parce que dans une dimension de marketing relationnel, il faut comprendre, et j'insiste là-dessus, il faut comprendre ou bien prendre en considération la dimension émotionnelle de la satisfaction et la dimension cognitive de la satisfaction du client. Donc, la dimension émotionnelle va venir faire quoi? Va venir essayer de pouvoir permettre la dimension affective, j'allais dire plus tôt, c'est la même chose en tout cas. Le côté cognitif est un peu le côté rationnel. Est-ce que ce produit, je vais trouver satisfaction avec ce produit? Est-ce que ce produit est durable? Est-ce que ce produit penser à combien de temps les questions seront qu'on pose au vendeur. Donc, c'est clair que lorsque le client vous pose ces questions, ne mentez pas. Et là, je viens tout de suite, je reviens sur le thème que Dr. Carlos nous a donné la semaine dernière, c'était un marketing de la vérité. Donc, nous devons faire un marketing de la vérité, nous, en tant que vendeur ou encore en tant qu'entrepreneur ou quelqu'un qui veut vendre, peut-être qui a pour projet euh, de commercialiser un produit, peu importe le type de produit, que ça soit de service, peu importe. Donc, il faut mettre en avant le marketing de la vérité. Si un client vous pose des questions et que vous vous rendez compte que la qualité de votre produit, c'est clair qu'il ne faut pas dire qu'elle n'est pas de bonne qualité, il faut plutôt dire que la durabilité n'est pas aussi longue que ce que vous croyez. Par exemple, ce produit, c'est un produit, je ne sais pas moi, qui va durer au bout de 6 mois, si vous l'utilisez. Si vous ne savez pas bien l'utiliser, au bout de 6 mois, bah, il va vous lâcher. Je dis tout de suite, tous les produits ne sont pas forcément mauvais, mais ça dépend de comment on utilise. Donc, un produit, parce que j'ai certains étudiants qui m'ont posé la question un jour, Madame, et si le produit, est-ce que si mon produit, par exemple, je donnais un cours qui était en lien avec le marketing, ils m'ont posé la question, disons, Madame, si je vois un produit et que je sais que ce produit, par exemple, a une durée de 2 mois ou de 5 ans, de 6 mois, je sais pas moi, j'ai dit comme ça, est-ce que je dois dire au client, puisqu'il faut dire la vérité, est-ce que je dois dire au client que le produit n'est pas un bon produit parce que sa durée est minime? Je dis non. Chaque produit chaque produit est créé pour pouvoir satisfaire un besoin. Donc, aucun produit n'est mauvais, ça dépend du besoin, comment dire, ça dépend du besoin présenté par le client et ce qu'il recherche par la suite. Donc, il ne faut pas dire, par exemple, bah, tiens, ce produit, cet écouteur n'est pas de bonne qualité. Il faut plutôt dire, c'est vrai, c'est pas l'original, c'est voilà, semi-cuir, c'est pas tout à fait l'original, etc. Mais si vous l'utilisez bien, ça peut durer. C'est pas de l'or 100%, c'est peut-être 22 carats, c'est peut-être 50 carats, tout dépend du produit. Mais si vous savez bien le conserver, quand vous l'utilisez, vous enlevez de vos oreilles, vous le rangez quelque part, il va vous faire plus de temps que prévu. Mais si vous l'exposez au soleil, si vous l'exposez par exemple à l'eau, etc., son éclat va ternir. Donc, il ne faut pas dire qu'un produit n'est pas bon, mais il faut plutôt savoir comment présenter. Parce que si vous dites que votre produit n'est pas bon, personne ne viendra l'acheter. On est bien d'accord. Et il ne faut pas non plus mettre en avant les qualités qui n'existent pas dans le produit. Parce que c'est clair que si le client se rend compte de la supercherie, une fois il a consommé le produit, c'est clair qu'il ne viendra pas chez vous. Donc, vous n'aurez pas atteint votre objectif de satisfaire le client. On n'oublie pas. Les marketeurs disent ceci, qu'un client satisfait, un client fidèle est beaucoup plus rentable qu'un client occasionnel. Donc, c'est très important de pouvoir mettre en avant la notion de satisfaction
pour pouvoir créer justement cette notion de durabilité, de relation durable dans le temps. Parce qu'un client qui est fidèle, il est plus rentable qu'un client, bien sûr, voilà, qu'un client occasionnel. Qu'un client qui a acheté aujourd'hui, vous ne le revoyez plus. Dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 ans, peut-être il ne reviendra même plus jamais. Donc, entreprise, ce n'est qu'un autre avantage, on est bien d'accord. Donc, par contre, si un client qui est satisfait et qui répète ces actions d'achat, c'est clair que c'est notre portefeuille, bien sûr, qui va en bénéficier. Donc, c'est très important de miser sur la satisfaction du client en jouant sur les notions cognitives et émotionnelles. Les émotions seront engendrées, ou bien le côté affectif sera engendré, comme je le disais tantôt, parce que le côté cognitif, je disais, c'est peu le côté rationnel, la durabilité, la simplicité d'utilisation, etc. Mais le côté émotif, c'est le côté où vous allez savoir comment parler à la personne, ne montrez pas que vous êtes abassé. Quel que soit la pendant le client vous pose des questions, il tourne dans le magasin, il revient, il touche l'article qu'il n'achète pas, etc. Ne soyez pas agacé, ne montrez pas que vous êtes énervé, ne montrez pas qu'il vous fatigue, etc. Plutôt, soyez cool, si vous me permettez l'expression. Soyez souriant, recevez, répondez aux questions, etc. Si vous avez un client, peut-être pendant qu'il est en train de vous poser des questions, et qu'il y a un client qui arrive dans votre entreprise et qui veut conclure l'achat, dites plutôt à cette personne, excusez-moi madame, je reviens vers vous, permettez-moi de recevoir cette dame voilà, qui veut passer son achat. Donc, cette politesse, je peux vous assurer qu'à l'instant, vous ne voyez peut-être pas les retombées positives, mais la façon dont vous avez répondu, et il faut en faire une culture d'ailleurs. Il faut en faire une culture de manière à ce que qu'on sache, qu'on reconnaisse que votre entreprise est une entreprise qui sait bien accueillir. Il y a plusieurs personnes qui sont allées à répéter les actions d'achat dans des entreprises où ils ont été bien accueillis, contrairement à ceux qui n'ont pas bien trouvé gain de cause, ne serait-ce que côté accueil. Vous voyez, donc, côté satisfaction, c'est vrai, il faut montrer les caractéristiques du produit, il faut permettre à ce que dans le parcours d'achat du client, il puisse trouver satisfaction. Donc, quand il va consommer son produit, c'est clair. Et il va aussi voir que ce que vous avez présenté comme caractéristique du produit, ça va s'avérer vrai par rapport à sa consommation. Et c'est clair que, évidemment, il va revenir vers vous par la suite. Il y a aussi la notion de confiance et tous ces éléments, c'est pas ricochet, hein. C'est clair que s'il y a la satisfaction, c'est clair que ça va, décliner par la confiance. Si je suis satisfait d'un produit, c'est clair que j'aurai confiance en cette entreprise et je vais continuer à, heu, répéter mes actes d'achat. Donc la confiance, c'est la croyance de la parole ou de la promesse d'un partenaire dans une relation de vente. Donc si le client, le vendeur autant pour moi vous dit ou bien si nous en tant que vendeur, je peux nous considérer comme en tant que vendeur, si nous en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur par exemple, nous allons dire à un client que si vous achetez cette gamme de produits, c'est naturel, c'est bio par exemple et ou encore cette chaussure, c'est une chaussure en cuir, c'est semi-cuir, c'est pas totalement du cuir et cetera. Vous lui prouvez parce que souvent je pousse moi, je pousse certains vendeurs à bout. Je leur dis: «Bah, si vous me dites que c'est du cuir, montrez-moi que vraiment c'est du cuir». Il y en a qui prennent parfois du briquet et ils essaient de brosser rapidement sur le cuir, mais ils ne restent pas longtemps. Donc c'est juste pour juste me miroiter un petit peu, mais je lui dis: «Non, écoute, si tu veux mettre ton briquet, mets-le pendant longtemps sur le cuir et je veux voir si le cuir prend feu ou pas». Donc c'est une manière de tester si le cuir est de bonne qualité. Donc une fois, je vois que le cuir, pas que le piquet avec le feu est animé et qu'il reste longtemps sur, la chaussure par exemple et que je me rends compte que c'est des clients, effectivement, c'est du cuir. Maintenant après les questions pour le cuir, vraiment, on est bien d'accord et quand même, ça va permettre de le combler et cette chaussure, c'est une chaussure qui est en cuir, qui est en cuir. Après maintenant, il y a des cils travaillés, il y a des cils tirés, il y a des qui a tout un pan, mettre un comment, c'est un protège, comment dire? C'est sa manière de travailler le cuir. J'ai un exemple que je prends pour vous montrer que lorsqu'un vendeur veut vous vendre un produit, il va falloir qu'il met en avant des paroles et des promesses qui vont faire en sorte que vous allez consommer le produit, vous allez au ration de quelles paroles et puis taban mettre en place plus de relations de prochain pour pas qu'aucun qui t'attire et chaque consommateur ajoute le mois que il peut y avoir peut-être son client de manière à ce qu'il est content de le produit, il va revenir vers vous. Parce que tout ce que vous faites avec vos clients, il faut le taper. Soit pour le châter, soit pour le faire. Tout ce qu'on fait avec un client, soit qu'on le chasse, soit qu'on le tarve, soit qu'on le chasse, soit qu'on le tarve bien. Je me rappelle d'une personne qui, euh, qui avait recommandé mes services à quelqu'un qui avait dit non, t'avais vers elle, elle n'est pas du genre, par exemple, à go, comment dire, à go miroiter, ou bien si le produit n'est pas moi, il gratte, pas moi, il ne te donne pas. Mais c'est quelqu'un qui veut ce produit, par exemple, un produit de bonne qualité, donc tu vas dans ta bourse, par exemple, l'acheter, t'expliquer, et quand la punition aille dans. Donc, quelques recommandations passées en sorte que la dame, comment dire, la dame a repassé mes services, mais que tu as contacté le service, de manière à ce que je puisse faire des achats pour elle, moyennant une punition. Et quand j'ai fait cette analyse, cette première expérience avec vous, et depuis là, chaque fois qu'elle a besoin, contact, chaque fois qu'elle a besoin, contact. Quand le produit n'est pas de bonne qualité, je dis très bien c'est quoi de bonne qualité. Voici
combien ça coûte, etc. Est-ce que tu es prêt ou pas? Est-ce que je le prends ou je ne le prends pas? Si c'est un produit, je lui envoie les images, je ne veux pas aller tout de suite me dire, bah, tiens, je pense par exemple à un retour sur investissement, ben, j'investis le temps, je vais faire les courses, je vais faire les tralala des courses, etc. Il faut qu'elle me donne mon argent et puis, bah, c'est bon. Non, je cherche d'abord à établir une relation de confiance, une relation durable, de manière à ce que si jamais autour d'elle, quelqu'un a besoin des services, par exemple, il prend ici au Maroc, que la personne puisse me recommander mes services à une tierce personne, bien à X ou Y personne. Donc, c'est quelque part pousser la personne à être l'ambassadeur de mes activités pour que, bien sûr, là, la cible puisse s'accroître. Donc, hormis cette notion de la confiance, nous allons également voir que c'est très important lorsqu'on parle des pratiques qui vont susciter la confiance des clients, c'est quoi? Parfois, c'est le bouche à oreille. Je cite, on voit qu'il y en a pas que, il y a pas que ces éléments, mais il y a plusieurs, bien sûr, plusieurs autres éléments qui existent. Et donc, j'essaie de prendre ça comme ça. Donc, il y a le bouche à oreille. Donc, une fois que le client est satisfait, le bouche à oreille sera positif. Donc, là, j'ai oublié juste de mettre positif parce qu'il y a un bouche à oreille qui est négatif. Donc, quand on parle de bouche à oreille positif, ça veut dire quoi? Que le client se propose de recommander vos services à plusieurs personnes qui vont, par exemple, voir le produit sur la personne. Ah ben tiens, tu as une belle chaussure, tiens, tiens, je sais pas moi, tu as une belle poche, tu as une belle montre, etc. Où est-ce que tu l'as acheté? Je l'ai acheté chez tel. Ah tiens, est-ce que bah, il va vous recommander votre entreprise? Ah tiens, j'ai contacté, je sais pas, un service d'assurance dans telle entreprise. Ah tiens, est-ce qu'ils sont accueillants? Est-ce que oui. Ah tiens, j'ai ouvert mon compte à telle entreprise, ah, dans telle banque. Ah, ils sont accueillants, oui, ils sont très accueillants, très aimables, etc., etc. Donc, toutes ces paroles positives vont essayer justement de générer également des émotions chez d'autres prospects, parce qu'ils ne sont pas encore des clients, chez d'autres prospects, qui vont au final venir, ne serait-ce que fait prendre des renseignements pour faire leur propre expérience d'achat. Vous avez également la qualité du produit. Qui dit bouche à oreille dit bien sûr qualité de produit qui arrive à satisfaire le client pour qu'il puisse en faire un bouche à oreille positif. Donc, il devient votre ambassadeur. Donc, si la qualité du produit, il voit le rapport qualité-prix, bien sûr, parce que lorsqu'on parle de la qualité du produit, il faut aussi voir le prix qui est à côté. Le rapport qualité-prix, c'est en concordance. Et clair que s'il est satisfait, quand il va voir le prix qu'il a dépensé, est-ce que c'est le prix qu'il a dépensé? Je prends un exemple. Vous lui vendez une chaussure de 400 dirhams, 500 dirhams. Et au bout d'un mois, il achète le produit. Au bout d'un mois, la chaussure n'est plus utilisable. C'est clair que vous n'aurez pas un bouche-à-oreille positif. Et c'est clair qu'il ne reviendra plus vers vous. Donc, les éléments qui vont susciter la confiance, bien qui vont nourrir la confiance du client, la qualité de votre produit, bien sûr le rapport qualité-prix, et le logo aussi, bien sûr, les noms des marques, de la notoriété que vous avez déjà gagnée sur le marché, et que cette notoriété fait votre propre publicité, ça va justement renforcer la confiance, ou bien sinon créer la confiance, susciter la confiance, nourrir la confiance des clients. Aussi la qualité du service après-vente, c'est très important. Vous savez, certaines entreprises, quand ils ont déjà fini de ils ont permis à la ils ont laissé, pardon, le client conclure son achat, ils ont encaissé l'argent et les réclamations, les mécontentements et cetera, ils ne veulent plus gérer. Ça, c'est une mauvaise image que vous véhiculez de votre entreprise. Si l'accueil n'est pas, en bonne et due forme, j'allais dire, si l'accueil n'est pas vous laissez à désirer, si une entreprise, par exemple, laisse à désirer en matière d'accueil ou en matière de services après-vente, en matière de réclamation. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des entreprises aujourd'hui ont des réseaux sociaux. L'entreprise ne répond jamais aux réclamations faites sur les réseaux sociaux ou encore peut-être par téléphone, etc. Lorsque le client appelle, vous répondez, c'est vrai, mais vous répondez avec négligence, vous reportez, vous faites balader le client, et puis que, bah, à un moment donné, cela, c'est tombé, mais c'est votre image qui va, d'accord, qui va en payer, qui va en faire les frais. Donc, c'est très important de pouvoir prendre en considération ces éléments. Il y en a, c'est pas les seuls éléments qui existent, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc, c'est juste quelques éléments ici, puisqu'on n'a pas assez de temps. Je vais aller rapidement parce que je suis sûre que je n'ai plus assez de temps. Donc, après ces éléments, on peut voir également, on pourra en parler par la suite. Nous allons voir aussi la communication marketing. Bon, donc, quand on parle de communication marketing, on est clair qu'on parle de mix marketing et tout. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Le mix marketing, le prix, le produit, la publicité, etc. Ce sont des éléments qui sont très importants. Mais si je vais essayer de parler autrement pas de communication, je vais juste donner cette définition. Le marketing et la communication sont des éléments qui vont aider à faire percevoir, qui vont aider à nous faire percevoir par nos clients par rapport à la valeur que nous leur offrons. C'est-à-dire que, quelle est la valeur que, si je veux dire ça autrement, quelle est la valeur que le client peut percevoir lorsque je communique sur mon produit? Si je viens faire la publicité de mon produit, d'accord, je communique, je dis tout ce qu'il faut sur mon produit. Est-ce qu'il se perçoit que si j'achète ce produit, ça va me procurer une certaine valeur, positive bien sûr.
Quand on parle de valeur positive ici, on parle des bénéfices qu'il va avoir une fois il arrive à acquérir ce produit-là. C'est-à-dire en matière de qualité, en matière de qualité de produit, par exemple la durabilité, le service qu'il va avoir, le service après-vente si jamais ça ne marche pas. Est-ce que parce qu'il faut savoir que le client cherche la garantie. Si jamais le produit ne marche pas, est-ce que je peux revenir faire des réclamations? Est-ce que je peux vous rappeler si jamais le produit ne marche pas? Est-ce qu'il y a un système conseil qui est mis en place par l'entreprise? Ou bien est-ce qu'il y a un système d'accompagnement qui est mis en place par l'entreprise pour pouvoir aider le ça dépend bien sûr dans là je parle de façon générique, hein. Ça dépend du type de produit que l'entreprise met en avant, bien mis en place, sur son marché devant sa cible. Donc, est-ce que si le client vient acheter, quelle est la valeur qu'il perçoit alors que vous communiquez sur votre produit? Est-ce qu'il va se dire, ben, si j'achète ce produit, il y aura un bénéfice pour moi? Bénéfice en matière, je disais tout à l'heure, des émotions, un certain prestige. Est-ce que ça va me distinguer? Est-ce que je serai satisfait? Est-ce que voilà, la qualité de produit et une certaine durabilité, etc. Est-ce que tous ces éléments sont réunis pour que le client puisse, avant d'acheter même, est-ce qu'il va percevoir un bénéfice pour que ça déclenche certaines émotions, je disais tout à l'heure, ça va déclencher certaines émotions qui vont le pousser à pouvoir, bien sûr, poser l'acte d'achat. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Donc ce sont des éléments qui sont très importants à prendre en considération. Nous avons également, donc la communication marketing va combiner un peu tous les éléments qui seront nécessaires. Bien sûr, on parle, je disais tantôt que je ne vais pas trop m'appesantir, on pourra en discuter. Elle va englober la publicité, le marketing direct, c'est-à-dire, le marketing personnalisé, les médias sociaux et tout ce que nous connaissons aujourd'hui par rapport aux nouvelles technologies. Et donc cette communication marketing va permettre aux clients de comprendre une entreprise, de comprendre le produit qu'elle propose et aussi la marque. Donc si vous ne il faut dire qu'une entreprise qui existe sans communication, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas vendre. Ça veut dire quoi? Il faut toujours communiquer sur le produit, il faut toujours mais si vous avez localisé, par exemple, un réseau social ou des réseaux sociaux sur lesquels vous avez choisi de pouvoir monter vos produits, soyez constant. Faut pas qu'il y ait il faut pas faut pas qu'on sente qu'il y a un vide. Une fois on a vu que vous avez publié, il faut rester constant. Il faut rester constant dans les publications, dans la communication, sans se lasser. Même si ça ne prend pas pour l'instant, donc sur à mesure que vous communiquez et je reviens sur le thème qui était bien choisi la semaine dernière, quelqu'un consomme avec l'image, on consomme aussi avec les yeux. Je consomme, je n'ai pas encore acheté, mais j'ai consommé l'image. Et un jour, peut-être que l'idée peut me revenir, je reviens sur votre page et je viens vérifier ce qu'il y a, le produit que vous proposez. Eh bien, rien que parce que j'ai vu que vous postez constamment, 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 et ça va pousser, ça va à être curieux, pourquoi pas, à venir acheter, à découvrir votre produit. Et si je suis satisfait,